Le jour de mes 18 ans, mes parents m'ont dit qu'ils avaient dépensé 95% de mon fonds en fiducie pour les mariages de mes sœurs. J'espère que tu comprends. Alors, je les ai poursuivis en justice et j'ai détruit tout ce qu'ils avaient bâti. Salut Reddit. Mes parents ont volé mon avenir pour financer les mariages de contes de fées de mes sœurs. Quand je l'ai découvert, je n'ai ni pleuré ni supplié. J'ai monté un dossier qui a détruit leur retraite, leur maison et leur précieuse réputation. Ils pensaient que la famille signifiait que je leur pardonnerais. Ils avaient tort. Laissez-moi commencer par le début pour que vous compreniez à quel point cette trahison était calculée. Je m'appelle Finn, j'ai 18 ans. J'ai 2 sœurs aînées, Victoria, 26 ans, et Ashley, 24 ans. Elles sont toutes les deux ce que l'on pourrait appeler des filles très exigeantes, avec un grand E. Pensez sac de créateurs, brunch coûteux, aspirantes influenceuses Instagram qui travaillent à temps partiel dans des boutiques tout en vivant au crochet de quiconque est prêt à financer leur style de vie. Mes parents, Robert et Linda, sont ceux que j'appellerais des aspirants à la classe moyenne supérieure. Papa est directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture médicale, il gagne environ 110 000 € par an. Maman travaille à temps partiel dans une agence immobilière, pour peut-être 37 000 € de plus. Ils vivent dans cette banlieue modèle où tout le monde prétend avoir plus d'argent qu'en réalité. Vous connaissez le genre. Des voitures de luxe en leasing dans chaque allée, des maisons hypothéquées jusqu'au plafond, des cartes de crédit au maximum pour maintenir les apparences. En grandissant, la dynamique familiale était assez simple. Mes sœurs étaient les princesses qui obtenaient tout, et j'étais le responsable qui devait se débrouiller seul. Non pas parce que j'étais un garçon ou quelque chose de profond comme ça, juste parce que je ne réclamais pas d'attention comme elle. Victoria était la dramatique. Chaque événement de sa vie devenait une production qui exigeait la participation et le soutien financier de toute la famille. Pour son diplôme de fin de lycée, papa et maman ont organisé une fête qui a coûté plus cher que le mariage de la plupart des gens. Pour son diplôme universitaire, même chose, mais en plus grand. Quand elle a obtenu sa licence immobilière après 3 tentatives, ils ont célébré comme si elle avait réussi l'examen du barreau. Ashley était pire à certains égards, car elle était sournoise dans sa manipulation. Elle pleurait aux moments exacts. Jouait la victime quand les choses n'allaient pas dans son sens et avait ce talent pour vous faire sentir coupable si vous ne lui donniez pas ce qu'elle voulait. Là où Victoria exigeait les choses bruyamment, Ashley les extrayait par la guerre psychologique. Moi, j'ai appris très tôt que la meilleure stratégie était de rester discret. J'ai bien réussi à l'école sans en faire tout un plat. J'ai eu des petits boulots dès 15 ans, tondre des pelouses, puis débarrasser des tables dans un restaurant local, pour finalement décrocher un poste dans un magasin de pièces automobiles où j'ai réellement appris des compétences utiles. J'ai économisé chaque euro que je pouvais, car j'avais vu mes sœurs dilapider l'argent comme s'il poussait sur les arbres. À 17 ans, j'avais environ 11 000 € d'économie après 3 ans de travail. Pas mal pour un lycéen. Je prévoyais de l'utiliser pour mes frais universitaires, peut-être une école professionnelle si je décidais de suivre cette voie. Mes notes étaient solides, pas de quoi être major de promotion, mais assez bonnes pour les universités d'État avec un certain potentiel de bourse. Le fait est que j'avais toujours été au courant de mon fonds en fiducie. Mon grand-père, le père de papa, l'avait créé à ma naissance. Il avait été ingénieur en mécanique, avait travaillé pour Boeing pendant 30 ans, et avait pris sa retraite avec une solide pension et de bons investissements. Quand il est décédé, j'avais 7 ans, il a laissé des fonds en fiducie pour ses 3 petits-enfants. Des montants égaux, gérés par mes parents jusqu'à nos 18 ans. Personne ne m'a jamais dit le montant exact, mais j'avais surpris des conversations au fil des ans qui suggéraient qu'il était substantiel, suffisant pour un solide diplôme de 4 ans dans une bonne université, avec peut-être un peu de reste. J'ai fait le calcul mentalement. S'il avait été créé à la fin des années 90 et avait fructifié pendant 18 ans, même un investissement initial modeste vaudrait quelque chose de significatif aujourd'hui. Mon plan était simple. Obtenir mon diplôme de fin de lycée, travailler 1 an pour accumuler des économies supplémentaires, puis utiliser le fonds en fiducie pour un diplôme d'ingénieur en mécanique à l'université d'État. Suivre les traces de grand-père, peut-être apprendre un métier d'abord, comme la climatisation ou l'électricité, pour avoir des compétences pratiques et une source de revenus de secours pendant mes études. J'avais des feuilles de calcul, de vraies feuilles de calcul sur mon ordinateur portable, détaillant les coûts, les bourses potentielles, les options de travail-études. J'avais fait des recherches sur les programmes ayant les meilleurs taux de placement, les écoles offrant des programmes en alternance avec des stages rémunérés.
Ce n'était pas un rêve vague. C'était un plan détaillé, bâti sur l'hypothèse que le fonds en fiducie couvrirait les frais de scolarité et de subsistance. La seule variable que je ne pouvais pas contrôler était le montant exact du fonds en fiducie. Mais chaque fois que je posais la question, maman et papa me donnaient des assurances vagues, me disant qu'il y avait largement assez pour l'université et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'aurais dû insister davantage, j'aurais dû exiger des chiffres exacts, mais je leur faisais confiance. Stupide, n'est-ce pas? Mon 18e anniversaire est tombé un samedi de juin, environ 2 semaines après mon diplôme de fin de lycée. Pas de grande fête prévue. Ce n'était pas vraiment mon style. Et honnêtement, après avoir assisté aux célébrations élaborées de mes sœurs au fil des ans, je préférais quelque chose de discret. Je pensais que nous dînerions à la maison, que nous sortirions peut-être pour le dessert, puis que j'obtiendrais enfin les détails du fonds en fiducie pour commencer à faire des plans concrets pour l'université. Au lieu de cela, j'ai eu la conversation qui a tout changé. Nous étions assis dans la salle à manger après le dîner. Maman avait préparé ma lasagne préférée avec du pain à l'ail, ce qui aurait dû être mon premier signe d'alerte. Elle ne cuisinait des repas élaborés que lorsqu'elle essayait d'adoucir une mauvaise nouvelle, mais j'étais trop concentré sur la conversation à venir pour remarquer le schéma. Alors, j'ai dit en sortant mon ordinateur portable, j'ai fait des recherches sur les programmes universitaires. Je voulais passer en revue quelques options avec vous et établir le budget en fonction du montant du fonds en fiducie. Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes, mais a semblé durer 3 ans. Papa s'est raclé la gorge. Maman est soudainement devenue très intéressée par son verre d'eau. C'est là que mon estomac s'est noué. À ce sujet, dit lentement papa, nous devons parler de tes attentes concernant le fonds en fiducie de grand-père. Des attentes, pas des plans. Des attentes. D'accord, ai-je répondu prudemment. Qu'y a-t-il à ce sujet? Maman a sauté sur l'occasion avec cette fausse voix joyeuse qui m'a donné la chair de poule. Eh bien, mon chéri, tu sais que tes sœurs se sont mariées ces dernières années. De magnifiques mariages. Celui de Victoria était dans ce magnifique vignoble et celui d'Ashley au country club. C'étaient des étapes familiales très importantes. Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon fonds en fiducie? Papa a pris le relais. Ces mariages étaient chers. Très chers. Et en tant que parents, nous voulions donner à tes sœurs le meilleur départ possible dans leur mariage. La famille, c'est se soutenir mutuellement lors des événements importants de la vie. Mes mains sont devenues froides. À quel point cher? Le mariage de Victoria a coûté environ 78 000 €, dit maman, comme si elle discutait des factures d'épicerie. Celui d'Ashley environ 72 000 €. De plus, nous les avons aidés toutes les deux avec les apports pour leurs appartements. C'était 37 000 € de plus au total. J'ai fait le calcul instantanément. 200 000 € pour les mariages et les appartements de mes sœurs. Et vous avez payé pour ça? Comment? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Nous avons dû prendre des décisions financières difficiles, dit papa de sa voix de cadre. Les fonds en fiducie étaient des ressources disponibles, et nous avons déterminé que la meilleure utilisation de ces ressources était de soutenir tes sœurs lors de transitions de vie critiques. Vous avez dépensé mon fonds en fiducie pour leur mariage? Pas seulement le tien, ajouta rapidement maman, comme si cela améliorait les choses. Nous avons utilisé des portions des 3 fonds en fiducie. C'était juste. Tout le monde a contribué à ces événements familiaux importants. Juste. Ils avaient volé à nous 3, mais d'une manière ou d'une autre, cela rendait la chose juste. Combien reste-t-il? Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles. Plate, distante. Papa a sorti un dossier. Il avait en fait préparé des documents pour cette conversation. Il m'a tendu un relevé montrant le solde actuel du fonds en fiducie, 7 800 €. Sur ce qui aurait dû être environ 165 000 €, d'après ce que j'avais entendu au fil des ans, il restait moins de 8 000 €. Ils avaient dilapidé 95% de mon héritage pour financer les mariages dignes d'Instagram de mes sœurs et leurs premiers appartements. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, dit maman doucement. Mais la famille, c'est faire des sacrifices les uns pour les autres. Tes sœurs avaient besoin d'aide à des moments importants de leur vie. Quand tu te marieras un jour, je suis sûr qu'elles te rendront l'appareil. Quand je me marierai. Comme si c'était la même chose que d'avoir besoin d'argent pour des études qui détermineraient toute ma trajectoire de carrière. Le savait-elle, ai-je demandé. Victoria et Ashley,
savait-elle que vous dépensiez mon fonds en fiducie pour leur mariage? La pause m'a tout dit. Elle savait que c'était de l'argent de la famille, dit papa prudemment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Savait-elle spécifiquement que vous le preniez de mon fonds en fiducie, celui que grand-père avait créé pour mes études? Le visage de maman a fait cette chose où elle a essayé d'avoir l'air compatissante mais avait juste l'air coupable. Elles étaient peut-être au courant que nous réaffections certaines ressources. Elles savaient. Mes sœurs savaient qu'elles dépensaient mon avenir pour leurs fleurs de mariage, leurs photographes et tout ce qui entre dans un mariage à 78 000 €, et elles s'en fichaient. J'ai fermé mon ordinateur portable très soigneusement, je me suis levé, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance. C'est trop émotionnel. Une planification, comme un problème d'ingénierie. Identifier le problème, recueillir des données, déterminer des solutions, exécuter avec précision. La première étape était l'information. Je devais savoir exactement ce qui avait été fait, quand, et si c'était légal. Le fonds en fiducie avait été créé par mon grand-père avec des conditions spécifiques. Ces conditions devaient être documentées quelque part. J'ai passé cette nuit-là sur mon ordinateur portable à faire des recherches sur le droit des fiducies. Il s'avère que lorsque quelqu'un crée un fonds en fiducie pour un mineur avec des objectifs spécifiques, comme l'éducation, les fiduciaires, mes parents, ont des obligations légales. On les appelle les devoirs fiduciaires. Ils ne peuvent pas simplement dépenser les actifs de la fiducie comme bon leur semble, même s'ils sont les fiduciaires. Plus important encore, si la fiducie spécifiait que c'était pour mes études et qu'ils l'ont utilisé pour les mariages de mes sœurs, cela s'appelle une violation du devoir fiduciaire. Ce n'est pas seulement mal, c'est légalement attaquable. J'avais besoin de documents. Les documents originaux de la fiducie, les relevés bancaires montrant quand l'argent a été retiré et où il est allé. Tout ce qui prouvait qu'ils avaient violé les termes de la fiducie. Le dimanche matin, pendant que mes parents étaient à l'église parce qu'apparemment les gens qui volent le fonds d'études de leurs propres enfants pensent toujours être de bons chrétiens, je suis allé dans le bureau de papa à la maison. Il gardait tout organisé dans des classeurs, des dossiers à code couleur, un système alphabétique, tout le tralala. Papa était méticuleux avec la paperasse, ce qui allait devenir sa plus grande erreur. J'ai trouvé les documents de la fiducie dans un dossier intitulé « Succession Robert Senior ». C'était grand-père. La fiducie avait été établie en 1998 avec un dépôt initial de 46 000 € par petit enfant. Compte d'investissement, risque modéré, géré par un conseiller financier jusqu'à ce que chaque petit enfant ait 18 ans. Les termes étaient limpides. Les fonds devaient être utilisés, exclusivement pour les dépenses d'études postsecondaires, y compris, mais sans illimité, les frais de scolarité, les frais annexes, les livres et les frais de subsistance raisonnables pendant l'inscription dans un établissement d'enseignement accrédité. Exclusivement pour les études. Pas les mariages, pas les apports pour des appartements. Les études. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone. Puis j'ai trouvé les relevés bancaires du compte de la fiducie. Mes parents étaient fiduciaires avec un accès total. À partir d'il y a 3 ans, il y avait des retraits massifs coïncidant exactement avec la planification du mariage de Victoria. Puis, il y a 2 ans, d'autres retraits énormes pour le mariage d'Ashley. J'ai tout documenté, date, montant, schéma. J'ai construit une chronologie montrant exactement quand chaque retrait a eu lieu et je l'ai croisé avec les dates de mariage de mes sœurs et leurs publications sur les réseaux sociaux concernant l'achat de leurs appartements. Puis j'ai regardé les comptes en fiducie de mes sœurs. Même schéma. Ils ont vidé les fonds de Victoria et d'Ashley aussi, puis leur ont rendu l'argent sous forme de cadeaux de mariage et d'aide à l'apport. Du blanchiment d'argent classique via des comptes familiaux pour cacher ce qu'ils faisaient. Mais voilà le truc. Mes sœurs étaient adultes lorsque leurs fonds ont été touchés. Elles auraient pu s'opposer, porter plainte, arrêter les transferts. Elles ne l'ont pas fait. Elles ont coopéré. Cela les rendait complices. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Des termes clairs indiquant que l'argent était pour les études. Des preuves claires qu'il a été dépensé pour des mariages. Une documentation claire du moment et du montant. Mes parents m'avaient servi un dossier complet sur un plateau parce qu'ils étaient si confiants que je ne les contesterais jamais. Le lundi matin, j'ai appelé 5 cabinets d'avocats spécialisés dans les litiges en matière de fiducie. J'ai obtenu des consultations pour cette semaine-là. J'ai utilisé une partie de mes économies pour payer les premiers rendez-vous. Le premier avocat que j'ai rencontré s'appelait Patterson. La cinquantaine,
Costume impeccable, bureau en centre-ville avec des diplômes de droit d'école que je ne pouvais pas me payer. J'ai tout exposé, les documents de la fiducie, les retraits, la chronologie. Il a regardé les preuves pendant peut-être 10 minutes, puis s'est penché en arrière dans son fauteuil et a prononcé 3 mots magnifiques, c'est attaquable. Attaquable comment? Ai-je demandé. Vos parents ont violé leur devoir fiduciaire en tant que fiduciaire. La fiducie stipule explicitement que les fonds sont pour les études. Ils les ont utilisés pour des mariages. C'est une violation de manuel. Vous pouvez les poursuivre pour le montant total qui aurait dû se trouver dans votre fiducie, plus des dommages-intérêts. De combien parle-t-on? Il a sorti une calculatrice. Dépôt initial de 46 000 € en 1998, investi de manière conservatrice sur 18 ans avec un rendement annuel modeste de 6%. Cela fait environ 131 000 €. Ils vous ont laissé 7 800 €. Donc, environ 123 000 € de dommages-intérêts, plus d'éventuels dommages-intérêts punitifs si nous pouvons prouver une violation délibérée des termes de la fiducie. Je suis resté assis, absorbant ce chiffre. 123 000 €. C'est ce qu'ils avaient volé. Et mes sœurs? Ai-je demandé. Elles en ont directement bénéficié. Peuvent-elles être tenues pour responsables? Patterson y a réfléchi. Potentiellement. Si nous pouvons prouver qu'elles connaissaient la source des fonds et savaient que cela violait les termes de la fiducie, elles pourraient être nommées comme défenderesses ou être condamnées à restituer les bénéfices. Mais ça devient compliqué. Je veux qu'elles soient incluses, ai-je dit. Elle savait. Elle devait savoir. Cela va rendre les choses très laides, a-t-il prévenu. Les procès de famille le sont toujours. Mais s'en prendre aussi à ses sœurs, c'est la politique de la terre brûlée. Bien, ai-je répondu. C'est exactement ce que je veux. Nous avons passé une autre heure à discuter de la stratégie. Patterson a expliqué le processus, déposé la plainte, signifié l'assignation à mes parents et potentiellement à mes sœurs, la phase de communication des pièces où nous les contraindrions à produire tous les dossiers financiers, les dépositions où ils devraient répondre à des questions sous serment, et finalement le procès s'ils ne parvenaient pas à un accord. La plupart de ces affaires se règlent à l'amiable, a-t-il dit. Une fois que l'autre partie voit les preuves et réalise qu'elle va perdre, elle veut généralement éviter le tribunal, surtout dans les affaires de famille où la réputation est en jeu, et s'il ne règle pas, alors nous allons au procès, et je suis confiant que nous gagnerons. Les preuves sont accablantes. La question est de savoir si vos parents veulent risquer un procès public ou tout cela deviendra un dossier judiciaire. Je l'ai engagé sur le champ, j'ai payé une provision de 4 600 € de mes économies. Chaque centime en valait la peine. Patterson a agi rapidement. En 2 semaines, il a rédigé la plainte et a fait signifier les papiers à mes parents et à mes sœurs. La poursuite nommait mes parents comme principaux défendeurs pour violation du devoir fiduciaire et mes sœurs comme défenderesses secondaires pour enrichissement sans cause. Mes sœurs étaient incluses car elles avaient directement bénéficié de l'argent du fonds en fiducie. Même si elles n'étaient pas fiduciaires, elles avaient reçu des fonds qu'elles savaient ne pas leur appartenir légalement. Cela les rendait responsables de la restitution de ces bénéfices. Le moment où ils ont reçu l'assignation a apparemment été spectaculaire, selon Patterson, qu'il a appris par l'intermédiaire de l'huissier de justice. Papa a ouvert la porte, a vu les papiers et a en fait crié « Vous vous moquez de moi », assez fort pour que les voisins regardent par leurs fenêtres. Je n'étais pas à la maison quand ils ont été assignés. J'avais stratégiquement choisi d'être au travail. Je pensais que c'était plus sûr que d'être présent quand ils réaliseraient que leur plus jeune enfant poursuivait ses parents et ses sœurs pour 123 000 € plus des dommages-intérêts. Mon téléphone a commencé à exploser vers 15 heures. Appel manqué de maman, papa, Victoria, Ashley. Des SMS allant de la colère à l'incompréhension, en passant par une hostilité pure et simple. Papa, nous devons parler de ça immédiatement. Ce que tu fais détruit cette famille. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. Nous pouvons arranger ça. Tu n'as pas besoin d'avocat. Nous sommes tes parents. Victoria, tu es sérieux, là? Tu me poursuis parce que papa et maman m'ont aidé pour mon mariage? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ashley, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. Ça va tout gâcher. J'espère que tu es content. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Patterson avait été clair, ne pas engager la conversation directement. Toute communication passe désormais par les avocats. Tout ce que je dirais pourrait être utilisé dans le procès.
Au lieu de cela, j'ai transféré tous les messages à Patterson. Il a semblé satisfait. Bien. Il panique. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont merdé. Les semaines suivantes ont été une classe de maître pour observer des gens réaliser qu'ils avaient fait une erreur catastrophique. Mes parents ont engagé un avocat, un type que papa connaissait par ses contacts professionnels. Pas un spécialiste des litiges en matière de fiducie, juste un avocat généraliste qui était complètement dépassé. Leur réponse initiale à la plainte était en gros, fine et déraisonnable et vindicatif. C'est une affaire de famille qui devrait être résolue en privé. Les fonds en fiducie ont été utilisés de manière appropriée pour le soutien familial. Patterson a démoli cet argument dans sa contre-réponse, citant des lois spécifiques sur les fiducies, des précédents judiciaires, et soulignant que le « soutien familial » n'était mentionné nulle part dans les termes de la fiducie. La seule utilisation autorisée était l'éducation. Les mariages n'étaient pas de l'éducation. Les apports pour des appartements n'étaient pas de l'éducation. Ce n'était pas ambigu. Puis vint la communication des pièces, la phase où les deux parties doivent remettre les documents pertinents. Patterson a tout demandé, tous les relevés bancaires des comptes de la fiducie, les dossiers financiers montrant où l'argent était allé, les communications entre mes parents et mes sœurs concernant l'utilisation des fonds en fiducie, tout. Mes parents ont essayé de contester les demandes de communication, prétendant qu'elles étaient trop larges, trop invasives, violaient la vie privée. Le juge n'a pas été impressionné. Il leur a ordonné de tout produire dans les 30 jours sous peine de sanction. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment intéressantes. Il s'avère que mes sœurs avaient conservé des conversations par SMS sur l'argent du fonds en fiducie. Victoria avait envoyé un texto à maman 2 mois avant son mariage, j'ai parlé au lieu de réception. Ils ont besoin du paiement final la semaine prochaine. Peux-tu puiser dans le fonds en fiducie de Finn pour ça? Il n'a que 15 ans, il ne le saura même pas. Ashley avait des messages similaires, l'apport pour l'appartement est de 18 500 €. Pouvons-nous utiliser une partie du fonds de Finn? Je le rembourserai un jour. Promis. Un jour. C'est ça. Ces messages étaient horodatés, datés et montraient une connaissance claire qu'elle dépensait mon argent. Pas seulement l'argent de la famille, mon argent spécifiquement, et elle s'en fichait parce que j'étais plus jeune, que je ne le saurais pas, et que je ne me défendrais probablement pas. Patterson était ravi quand ces messages sont sortis lors de la communication des pièces. C'est parfait. Ça prouve la connaissance. Ça prouve l'intention. Ça prouve qu'elle savait spécifiquement qu'elle vidait votre fonds en fiducie. Vos sœurs viennent de nous livrer leur affaire sur un plateau. Les dépositions ont été prévues pour octobre. Mes parents ont dû s'asseoir dans une salle de conférence avec Patterson et un sténographe judiciaire et répondre à des questions sous serment. Mentir aurait été un parjure, donc ils devaient dire la vérité ou risquer des poursuites pénales. J'ai pu lire les transcriptions par la suite. Papa a passé 3 heures à essayer de justifier ses décisions, affirmant qu'il avait prévu de reconstituer le fonds en fiducie avant mes 18 ans, mais que des dépenses imprévues étaient survenues. Quand Patterson a demandé quelles dépenses, papa n'a pas pu fournir de détails. Juste des références vagues aux conditions du marché et à des problèmes de trésorerie. La déposition de maman était pire. Elle a pleuré pendant la majeure partie. Elle n'arrêtait pas de dire que je détruisais la famille pour de l'argent et qu'elle pensait que je comprendrais quand je serais plus âgé. Patterson l'a pressée de dire si elle comprenait que les termes de la fiducie spécifiaient uniquement l'éducation. Elle a admis que oui. Puis il a demandé pourquoi elle avait violé ces termes. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que Finn verrait d'inconvénient à aider ses sœurs. Elle ne pensait pas que ça me dérangerait. Elle a dépensé 123 000 € de mon fonds d'études et ne pensait pas que ça me dérangerait. Les dépositions de mes sœurs étaient de leur embarras. Victoria a essayé de jouer la victime, prétendant qu'elle ne savait pas vraiment d'où venait l'argent et pensait que c'était juste la générosité de mes parents. Puis Patterson lui a montré les SMS où elle demandait spécifiquement d'utiliser mon fonds en fiducie. Elle est devenue pâle et a cessé de parler, sauf pour dire « je ne me souviens pas » à chaque question par la suite. Ashley a pris la voix opposée, défiante et pleine de droit. Elle a dit que l'argent était un actif familial et que tout le monde devrait contribuer aux événements importants comme les mariages. Quand Patterson a souligné les termes légaux de la fiducie, elle a dit que ces termes étaient dépassés et que grand-père aurait voulu que la famille se soutienne mutuellement. Patterson a demandé si elle avait des preuves que grand-père voulait que son fonds d'études soit utilisé pour des mariages. Elle n'en avait pas. Il a demandé si elle avait déjà envisagé de rembourser l'argent qu'elle savait provenir de ma fiducie.
Elle a dit qu'elle avait l'intention de le faire, un jour. Encore ce mot. En décembre, l'avocat de mes parents poussait fort pour des pourparlers de règlement. Il ne pouvait pas gagner au procès. Les preuves étaient accablantes. Les termes de la fiducie étaient clairs et les SMS de mes sœurs prouvaient une appropriation en connaissance de cause. Aller au procès signifierait que tout cela deviendrait public, avec peut-être une couverture médiatique puisque le montant était substantiel, et certainement un jugement contre eux. Patterson a exposé leurs options lors d'une réunion. Ils proposent de rembourser le montant total de la fiducie, 123 000 €, sur 5 ans avec 6% d'intérêt. Le paiement total serait d'environ 143 000 €. Ils hypothéqueraient la maison pour obtenir le paiement initial, puis des versements mensuels. Et mes sœurs, ai-je demandé. Ils veulent qu'elles soient libérées de la poursuite. Vos parents prendraient l'entière responsabilité. Non, ai-je dit immédiatement. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Elles en ont directement bénéficié. Elles restent dans le procès. Patterson a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. L'alternative est d'aller au procès. Nous gagnerons probablement. Nous obtiendrons un jugement qui est légalement exécutoire mais qui pourrait être difficile à recouvrer en fonction de leurs actifs. De plus, nous pouvons poursuivre vos sœurs pour leur part. Quel est le calendrier? Le procès aurait lieu au printemps, peut-être en mars ou avril. Si nous gagnons, et nous gagnerons, vous obtiendrez un jugement pour le montant total plus les frais de justice et d'éventuels dommages-intérêts punitifs. Cela pourrait être 185 000 € ou plus au total. L'argent n'était plus vraiment le problème. Ça avait cessé d'être une question d'argent au moment où j'ai vu ces SMS où mes sœurs riaient de dépenser mon fonds en fiducie. Il s'agissait de conséquences, de s'assurer qu'elles comprennent qu'on ne peut pas simplement voler les gens et s'attendre à aucune répercussion. On va au procès, ai-je dit. Vous êtes sûr? Un règlement vous garantirait de l'argent plus tôt. J'en suis sûr. Je veux qu'il soit dans un tribunal à expliquer à un juge pourquoi il pensait que voler mon fonds d'études était acceptable. Patterson a souri. Très bien, alors. Allons à la guerre. Le procès a été fixé pour mars. Les deux parties ont déposé des requêtes préliminaires. Mes parents ont tenté une dernière manœuvre désespérée, une motion de rejet pour prescription, affirmant que le délai avait expiré puisque j'avais eu 18 ans en juin et que je n'avais pas déposé plainte avant août. Le juge l'a rejeté. Le délai de prescription commençait au moment où j'ai découvert la violation, pas à mes 18 ans. Comme je n'ai découvert l'étendue du vol que le jour de mon anniversaire, le compteur a commencé à ce moment-là. Pendant ce temps, ma vie avançait. J'avais utilisé mes 11 000 € d'économie plus les 7 800 € restants de la fiducie pour commencer un collège communautaire. Je me suis inscrit à un programme de 2 ans en technologie du génie mécanique. Je vivais techniquement chez mes parents puisque je n'avais pas encore déménagé, mais j'évitais pratiquement ma famille. J'ai emménagé dans la chambre d'amis d'un copain en janvier. Je payais 370 € de loyer par mois. Mes parents ont essayé d'utiliser ça contre moi dans le procès, prétendant que j'abandonnais ma famille et que j'étais vindicatif. Patterson a mis un terme à ça sans ménagement. J'étais un adulte. Je pouvais vivre où je voulais, et déménager après qu'ils aient volé mon fonds en fiducie semblait assez raisonnable. J'ai pris un poste de soir à plein temps au magasin de pièces automobiles, plus du travail le week-end dans un garage. Entre les 2 emplois et les cours à plein temps, je faisais des semaines de 60 heures. Épuisant, mais j'avais besoin d'argent. Et honnêtement, rester occupé m'empêchait de trop penser au fait que je poursuivais toute ma famille immédiate. Ma famille élargie a commencé à prendre parti. Les parents de maman, mes grands-parents maternels, m'ont appelé en février pour me demander d'abandonner le procès. Ils ont dit que je déchirais la famille et que je faisais une erreur que je regretterais. Ils ont proposé de servir de médiateur, d'organiser une réunion de famille, de trouver une solution. J'ai demandé s'ils seraient prêts à contribuer les 123 000 € que mes parents avaient volés. Ils ont dit que c'était différent. Que c'était entre moi et mes parents. J'ai dit qu'alors nous n'avions rien à discuter. Ils ont cessé d'appeler après ça. La sœur de papa, ma tante Jeannette, m'a en fait soutenu. Elle n'avait jamais aimé la façon dont mes parents gâtaient mes sœurs et elle était proche de grand-père. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle a appelé pour me dire qu'elle était désolée, que grand-père aurait été furieux et que je faisais ce qu'il fallait. Ton grand-père a créé ces fiducies pour une raison, a-t-elle dit. Il voulait que vous, les enfants, ayez des opportunités d'études qu'il n'avait pas eues.
Tes parents ont manqué de respect à ses volontés et t'ont volé. Ne laisse personne te faire sentir coupable de les tenir pour responsables. Cet appel a signifié plus qu'elle ne l'imaginait probablement. Le procès a commencé le 12 mars. 3 jours prévus, bien que Patterson pensait que nous aurions terminé en 2. Procès civil, donc pas de jury, juste le juge Harrison, une femme sévère d'une 60aine d'années qui était sur le banc depuis 20 ans et avait la réputation de ne pas plaisanter. Le premier jour a été consacré aux déclarations liminaires et au début de la présentation des preuves. Patterson a exposé l'affaire méthodiquement, il a montré les documents de la fiducie avec des termes clairs, les relevés bancaires avec des retraits massifs, la chronologie corrélant les retraits au mariage de mes sœurs, les SMS prouvant la connaissance et l'intention. L'avocat de mes parents a tenté de faire valoir que les termes de la fiducie étaient ambigus, que « études postsecondaires » pouvaient être interprétés au sens large pour inclure l'éducation de la vie et le soutien familial. Le juge Harrison l'a en fait interrompu pour lui demander s'il soutenait sérieusement qu'un mariage était une forme d'études postsecondaires. Il a rapidement fait marche arrière. J'ai dû témoigner. Patterson m'avait préparé de manière intensive. Répondre directement aux questions. Ne pas devenir émotif. S'en tenir aux faits. J'ai pris la barre et j'ai raconté la découverte du vol du fonds en fiducie, mes plans universitaires qui ont été déraillés, comment j'avais dû complètement restructurer ma vie autour de la trahison de mes parents. L'avocat de mes parents a essayé de me faire passer pour vindicatif lors du contre-interrogatoire. Il a demandé si je faisais ça pour l'argent ou pour punir ma famille. J'ai dit que je le faisais parce qu'il m'avait volé et que je voulais ce qui m'appartenait légalement. Il a demandé si je comprenais que les familles prenaient parfois des décisions financières difficiles. J'ai dit que voler n'était pas une décision difficile. C'était un crime. Le deuxième jour, c'était au tour de mes parents de témoigner. Papa a essayé de se présenter comme un père qui avait fait des choix difficiles pour soutenir tous ses enfants. Patterson a détruit ce récit en montrant les propres dossiers financiers de papa, leasing de voitures de luxe, adhésion à un country club, vacances coûteuses. Si l'argent était si serré qu'il avait dû piller mon fonds en fiducie, pourquoi dépensait-il 1850 € par mois en dépenses discrétionnaires? Papa n'a pas pu répondre à ça. Il a juste bafouillé sur le maintien des apparences professionnelles et le réseautage d'affaires. Le témoignage de maman était pénible à regarder. Elle a pleuré à la barre. A dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Pensait qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Patterson lui a montré les SMS où Victoria demandait spécifiquement d'utiliser mon fonds en fiducie. Il a demandé à maman pourquoi elle pensait que c'était mieux pour la famille de voler un enfant pour donner à un autre. Je ne voyais pas ça comme un vol, a dit maman. Je voyais ça comme une redistribution des ressources familiales. Finn a-t-il consenti à cette redistribution, a demandé Patterson. Il était mineur. Il n'avait pas besoin de consentir. Les documents de la fiducie exigeaient-ils son consentement? Silence. Les documents de la fiducie vous autorisaient-ils à redistribuer des fonds d'études pour des dépenses de mariage? Pas spécifiquement, mais... Oui ou non, Madame Patterson? La fiducie autorisait-elle les dépenses de mariage? Non. Mes sœurs n'ont pas témoigné. Leur avocat leur a conseillé d'invoquer le 5e amendement contre l'auto-incrimination, ce qui signifiait que tout ce qu'elles diraient pourrait potentiellement être utilisé contre elles dans une affaire pénale si le procureur décidait de poursuivre pour fraude. Intelligent sur le plan légal, mais ça faisait très mauvaise impression au tribunal civil. Le juge Harrison a demandé directement à leur avocat, « Vos clientes invoquent leur droit du 5e amendement dans un procès civil concernant des fonds en fiducie ?» « Oui, votre honneur. » Elles sont préoccupées par une éventuelle exposition pénale. « Notez, » a-t-elle dit, et le regard sur son visage disait tout ce qu'elle pensait de cette décision. Plaidoirie finale le 3e jour. Patterson a martelé les preuves claires, termes explicites de la fiducie, violation documentée, connaissance et intention prouvée, préjudice irréparable à mes perspectives d'études. L'avocat de mes parents a tenté de faire appel à l'émotion, parlant de famille et de pardon, et de la façon dont l'argent ne devrait pas détruire les relations. Le juge Harrison a annoncé qu'elle rendrait une décision écrite dans les 2 semaines. Ces 2 semaines ont été les plus longues de ma vie. J'ai continué à aller en cours, à travailler, en essayant de ne pas vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle. Patterson m'a appelé un jeudi après-midi. J'étais dans ma voiture entre les cours et le travail. On a gagné, a-t-il dit. Jugement complet. 123 000 € de dommages-intérêts réels, 41 500 € de dommages-intérêts punitifs,
26 000 € de frais de justice. Jugement total de 190 500 €. J'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. 190 500 €. Le juge m'avait accordé tout ce que nous avions demandé, plus des dommages-intérêts punitifs pour punir mes parents d'avoir violé sciemment les termes de la fiducie. Vos sœurs sont solidairement responsables de 82 000 € du jugement, a poursuivi Patterson, le montant qui leur a directement profité via les dépenses de mariage et les apports. Vos parents sont responsables du reste, plus tous les dommages-intérêts punitifs et les frais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils doivent payer dans les 60 jours où nous pouvons commencer les procédures d'exécution. Saisie sur salaire, privilège sur les biens, saisie d'actifs. Ils devront probablement vendre la maison. Vos sœurs devront liquider des actifs. Ça va faire mal. Bien. C'est exactement ce que je voulais. Le jugement a frappé ma famille comme une bombe nucléaire financière. Mes parents ont immédiatement déposé le bilan. Chapitre 13, ce qui signifie qu'ils ont dû créer un plan de remboursement. Le syndic de faillite prendrait le contrôle de leurs actifs, vendrait ce qui devait être vendu et distribuerait le produit aux créanciers. J'étais le premier sur la liste en tant que créancier judiciaire. La maison a été mise en vente en un mois. Ils ont dû la vendre rapidement pour payer le jugement. Ils l'avaient achetée pour 295 000 € il y a 15 ans. Ils devaient encore 166 000 € sur l'hypothèque. Elle s'est vendue 355 000 € sur le marché immobilier en plein essor. Après les frais d'agence et le remboursement de l'hypothèque, il leur restait environ 170 000 €. De cette somme, j'ai reçu mes 190 500 € de jugement, ce qui signifie qu'ils ont eu un résultat net négatif de 20 500 € de la vente de leur maison. Ils ont dû contracter un prêt personnel pour le solde restant, plus les frais de déménagement. Ils ont emménagé dans un appartement en location, 2 chambres, environ 85 mètres carrés, dans un quartier nettement moins bien. La voiture de luxe de papa a été saisie quand il n'a plus pu payer les mensualités. Le SUV en leasing de maman est retourné chez le concessionnaire. Il conduisait une Honda Civic d'occasion qui était plus vieille que moi. Mes sœurs ont d'abord contesté le jugement. Victoria a déposé une requête affirmant qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer, que cela lui causerait des difficultés excessives. Le juge n'a pas été sympathique, soulignant que Victoria avait un emploi, un appartement qui pouvait être vendu, des actifs qui pouvaient être liquidés. Le jugement a été maintenu. Ashley a essayé de prétendre qu'elle ne savait pas que l'argent provenait spécifiquement de mon fonds en fiducie, et qu'elle ne devrait donc pas être responsable. Patterson a de nouveau produit les SMS. Pouvons-nous utiliser une partie du fonds de Finn? Horodaté est clair. Cet argument est mort rapidement. Toutes les deux ont fini par vendre leurs appartements. Celui de Victoria s'est vendu avec un petit profit. Celui d'Ashley a atteint le seuil de rentabilité. Elles ont emménagé ensemble dans un appartement en location, ce que j'ai appris par tante Janet. Apparemment, elles se disputaient constamment, se rejetant la faute pour la situation du procès. Le mariage de Victoria s'effondrait. Son mari, Jake, n'avait jamais été particulièrement riche lui-même. Il travaillait dans la vente, gagnait un salaire décent, mais rien de spectaculaire. Quand Victoria a admis qu'il devrait vendre l'appartement et qu'elle était responsable de 41 000 € du jugement, il a apparemment perdu son sang-froid. Il prévoyait de fonder une famille, d'acheter une plus grande maison. Maintenant, il faisait face à des années de remboursement de dettes. Jake a demandé le divorce 4 mois après le jugement, affirmant que Victoria avait déformé sa situation financière avant le mariage et qu'il se sentait trahi. Ironique, vraiment. Les fiançailles d'Ashley se sont rompues encore plus vite. Son fiancé, Brett, préparait ce mariage élaboré. Cela semblait être un schéma dans ma famille. Quand il a découvert qu'Ashley avait une dette de 41 000 € suite à un procès concernant ses précédentes dépenses de mariage, il a annulé les fiançailles. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un avec ce genre de bagages financiers et juridiques. Mes parents ont essayé de me contacter une fois après que tout a été finalisé. Papa m'a envoyé un email. Ils avaient mon adresse email des anciennes listes de diffusion familiale. Un long message sur la façon dont j'avais détruit la famille, comment ils espéraient que j'étais content de moi, comment j'avais choisi l'argent plutôt que les relations. J'ai répondu par une seule phrase, vous avez choisi l'argent plutôt que notre relation quand vous avez volé mon fonds en fiducie. J'ai juste choisi de le récupérer. J'ai bloqué leurs emails après ça. Tante Janet m'a invité à Thanksgiving cette année-là.
Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais pas venir, mais que ses enfants adoreraient me voir. J'y suis allé. J'ai passé les fêtes avec la famille de ma tante, ses 2 enfants qui étaient plus jeunes que moi mais me traitaient comme le cousin plus âgé et cool. Des trucs de famille normaux, nourriture, football, personne ne volant le fond en fiducie de quelqu'un d'autre. J'ai découvert plus tard que mes parents avaient passé Thanksgiving seuls dans leur appartement. Mes sœurs étaient allées dans leurs familles respectives par alliance, aucune ne voulant faire face à l'amertume de papa et maman. J'ai terminé mon diplôme de 2 ans, j'ai trouvé un emploi de technicien en ingénierie dans une entreprise de fabrication, j'ai commencé à suivre des cours du soir pour ma licence, payant au fur et à mesure, sans dette. Le jugement de 190 500 € était en grande partie remboursé à ce moment-là grâce à la vente de la maison et à la liquidation des actifs. J'ai utilisé une partie de l'argent pour prendre de vraies vacances, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait en grandissant parce que nous économisions pour des choses importantes. Je suis allé dans le Colorado, j'ai passé une semaine à faire de la randonnée et du camping, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des montagnes, j'ai eu le mal de l'altitude et j'ai vomi à 3300 mètres. De bons souvenirs. Aux dernières nouvelles, papa cumulait 2 emplois pour rembourser le prêt personnel et reconstruire son crédit. Maman a été licenciée de l'agence immobilière. Apparemment, il est difficile de vendre des maisons de luxe quand tout le monde sait que vous êtes en faillite et que vous avez des procès de famille. Elle travaillait à temps partiel dans la vente au détail. Victoria s'est remariée avec un type qu'elle a rencontré en ligne. Elle a déménagé au Texas. Nous ne sommes pas en contact. Ashley a fini par retourner vivre temporairement chez mes parents, puis a trouvé une colocation. Nous ne sommes pas en contact non plus. Tante Janet me donne des nouvelles de temps en temps quand je demande. Ta mère a appelé en pleurant le mois dernier, m'a-t-elle dit vers Noël. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que son propre fils ait détruit leur vie pour de l'argent. Pour de l'argent, ai-je répété. C'est comme ça qu'elle le voit. C'est comme ça qu'elle doit le voir, a dit tante Janet. L'alternative est d'admettre qu'elle a volé l'avenir de son enfant pour des photos Instagram et des toasts au champagne. C'est trop difficile à affronter. Elle avait raison. Mes parents ne pouvaient pas admettre ce qu'ils avaient vraiment fait, choisi l'apparence de succès de leur fille plutôt que l'avenir réel de leur fils. Voler leur plus jeune enfant pour financer les fantasmes de style de vie de leurs aînés. Violer les volontés explicites de leur père concernant l'éducation parce que les mariages semblaient plus importants. Alors ils se sont dit que j'avais détruit la famille pour de l'argent. Que j'étais vindicatif, froid et que j'avais choisi les euros plutôt que les relations. Tout ce qui les aidait à dormir la nuit. Pendant ce temps, je construis la vie qu'ils m'ont volée. J'ai un bon travail. Je travaille pour obtenir mon diplôme. Pas de dette. De vraies économies à la banque. J'apprends à faire confiance aux gens à nouveau, lentement. Je me suis fait des amis au travail. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré dans un groupe de randonnée. Des trucs de la vie normale. Le fonds en fiducie était censé me donner une longueur d'avance. Au lieu de cela, mes parents l'ont transformé en un détour de 10 ans. Mais je suis arrivé quand même. Ça a juste pris un peu plus de temps et a nécessité un procès pour y parvenir. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir poursuivi ma famille, si l'argent valait la peine de perdre mes parents et mes sœurs. Ils posent la mauvaise question. Je n'ai pas perdu ma famille en les poursuivant. J'ai perdu ma famille quand ils m'ont volé, en ont ri dans des SMS et s'attendaient à ce que je sourie et dise que tout allait bien. Le procès n'a fait qu'officialiser la chose. Mon grand-père a créé ces fonds en fiducie parce qu'il comprenait quelque chose que mes parents n'ont jamais compris. L'éducation est le seul investissement qui ne peut pas vous être enlevé une fois que vous l'avez. Les compétences, les connaissances, les diplômes, tout cela vous appartient de manière permanente. Mes parents ont essayé de me voler cet avenir. Ils ont échoué. Bien sûr, cela leur a coûté leur maison, leur réputation et leur relation avec leur plus jeune enfant, mais ce n'était pas mon choix. C'était la conséquence de leur choix de voler. J'ai juste fait en sorte que ces conséquences se produisent réellement au lieu d'être balayées sous le tapis comme tout le reste dans ma famille. Certains ponts sont faits pour être brûlés, surtout quand les gens de l'autre côté les ont déjà aspergés d'essence et cherchaient des allumettes. Ils ont eu leur mariage de conte de fées. J'ai récupéré mon fonds d'études et la satisfaction de voir leur conte de fées se transformer en cauchemar juridique. Un échange équitable, si vous voulez mon avis. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement.
Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.